Dans le 23h de France Info, de quoi nourrir Agnès, et je suis sûre que vous l'écouterez avec intérêt, notre conversation avec notre prochaine invitée, Manaz Shirali. Bonsoir madame. Bonsoir, Patricia. La Russie, la Chine et l'Iran, notre correspondante Agnès Varamian le rappelait, l'envoyé spécial de Joe Biden se trouve en ce moment au cœur des négociations. Vous nous ouvrez une fenêtre sur l'Iran dans votre livre aux éditions Les Pérégrines, le cri d'un peuple bâillonné. C'est assez rare d'avoir des témoignages comme ça de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puisque c'est une partie de votre enquête. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, madame, de dire que souvent, ce qu'Agnès Varamian relatait, ce qu'on montre comme image des négociations, des allers-retours entre Vienne, Téhéran et Washington, voire Bruxelles, ce n'est vraiment que la partie très fine, émergée de l'iceberg de ce qui se passe à Téhéran et dans votre pays. Absolument. La réalité, la vérité de la vie des Iraniens est très différente par rapport à ce qu'on voit dans les infos, les négociations. C'est qu'aujourd'hui, il y a une crise économique vraiment sans précédent et les Iraniens souffrent. Il y a toutes les difficultés liées à ces malgestion du pays à cause de ses dirigeants. Vous dites que la monnaie est la plus dévaluée ou par rapport, je ne sais plus à quelle autre monnaie, mais que c'était genre la deuxième, la plus faible au monde. Absolument. Après, je pense que la monnaie vénézuélienne, là maintenant, c'est la monnaie iranienne qui est devenue la moins valeureuse du monde. Et ce qui fait que finalement, la vie est devenue extrêmement difficile. Les Iraniens souffrent. Et les négociations avec les Américains, c'est leur dernier des soucis, sauf que ça Biden... Ça a suscité un peu d'espoir quand on a vu que Joe Biden, finalement, tentait de recoller cet accord que Donald Trump avait déchiré. En fait, ce qu'on entend, c'est tout à fait différent, c'est tout à fait autre chose. Les Iraniens ont vraiment peur de Joe Biden. Ils ont peur qu'il fasse les mêmes erreurs que Obama, qu'il donne beaucoup d'argent à nouveau aux ayatollahs et qu'il renforce les ayatollahs. Vous nous dites qu'il préférait Trump, finalement? En tout cas, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, à travers lesquels je vois l'Iran, ils sont pour une grande partie, ils sont trumpistes. Ils étaient contents parce qu'ils pensaient que Donald Trump allait affaiblir ce régime, ce qu'il a fait. Mais ils espéraient que le régime tombe. Mais c'était faux parce que le régime n'est pas tombé. Donc c'était un faux espoir, mais il est vrai qu'aujourd'hui, ils ont peur de Biden, ils ont peur qu'il fortifie les ayatollahs. Les mollahs. Et ce qui est très intéressant, on renvoie évidemment sur votre livre, mais c'est la façon dont sur les réseaux, alors les Iraniens qui sont en Iran, c'est très compliqué parce que vous nous expliquez à quel point les réseaux sont infiltrés par les gardiens de la révolution, mais ceux qui sont à l'extérieur et qui peuvent écrire, commenter la vie politique iranienne, on prend tout un tas de circonvolutions, il y a un humour très particulier pour essayer soit de se moquer, soit de tourner en dérision. Et vous dites aussi que ça a remplacé un peu la vie sociale parce que la police religieuse imprègne tellement la société qu'il n'y a plus vraiment le droit d'avoir une vie sociale un tant soit peu libre. Absolument. La vie sociale est totalement étouffée. Il n'y a pas de projet social. Les nouveaux membres de la société et les jeunes ne peuvent pas s'intégrer à la société. Et une grande partie de mes internautes sont depuis l'Iran. Ils écrivent depuis l'Iran d'une manière clandestine, avec les pseudonymes. Ils font tout pour cacher leur vraie identité, parce qu'à partir du moment où la vraie identité est dévoilée, ils sont immédiatement en prison. D'où ils jouent avec le feu, ils jouent avec tous les interdits, toutes les difficultés. Pourtant, ils sont tellement courageux qu'ils écrivent, qu'ils s'expriment et ils disent ce qu'ils veulent. Ils ont trouvé finalement une manière pour s'exprimer, alors que pendant 40 ans, le pays était fermé. Et il est toujours fermé, il est toujours tellement herméneutiquement fermé que pour les sociologues, pour une sociologue comme moi, il est interdit de retourner en Iran, de parler avec les gens. Nous avons mené une enquête sociologique. Tous les gens qui avaient répondu avaient peur. Certains d'entre eux ont été arrêtés. Donc, on était obligé d'arrêter l'enquête sociologique. Et puis, on se rappelle votre consoeur Farida Abdelrah qui avait été emprisonnée en Iran Absolument. Pour ses travaux. Du coup, c'est très pessimiste, c'est à la fois très vivant quand vous racontez ces échanges, mais du coup, on ne voit pas d'issue.
Les mollahs sont toujours là, la société est de plus en plus opprimée. Il y a eu le soulèvement de 2019 qui a été violemment écrasé. L'étape d'après, c'est quoi? C'est un désespoir qui s'installe? J'ai jamais été quelqu'un de très optimiste. Et là, maintenant, vraiment, comme vous, je ne vois pas beaucoup d'espoir pour la situation actuelle. Tant que la communauté internationale ne s'oppose pas à ce qui se passe en Iran, ne défend pas les droits humains, l'application des droits humains en Iran, les Iraniens n'ont aucun espoir, ne peuvent pas se débarrasser de ce régime qui est vraiment sanguinaire. Il n'y a pas d'autre mot. La réalité sociale iranienne est tellement différente par rapport à ce que nous vivons dans les pays libres. À chaque fois, je raconte, les gens pensent que j'exagère. Mais en fait, c'est la réalité. Donnez-nous un exemple. Par exemple, quand je dis on a pendu une femme qui était déjà morte dans les prisons, ça, personne ne me croit. Mais en fait, c'était avec toutes les preuves que son avocat avait dévoilées. J'ai annoncé cette nouvelle sur mon réseau de LinkedIn et mon réseau de LinkedIn a été suspendu. Mon compte de LinkedIn a été suspendu parce que j'avais raconté une réalité qui s'est passée dans les jours qui venaient juste. Alors, les Français ne sont pas capables de... en fait, certains d'entre eux, en fait, une partie des Français... De mesurer l'ampleur de la terreur. Exactement. Il y a une telle terreur, la réalité est tellement, tellement noire et différente qu'à chaque fois, je suis accusée d'être opposant politique du régime. Tout simplement, en tant qu'Iranien, évidemment, on n'a pas beaucoup de sympathie. 80 millions d'Iraniens n'ont pas beaucoup de sympathie pour ce régime. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais moi, je fais mon travail de sociologue. Je raconte ce que je vois, je raconte ce que j'observe, mais ce qui me désespère, c'est que je vois qu'il n'y a pas des oreilles pour entendre ça dans les sociétés libres et démocratiques, tellement la réalité est différente. Et vous ne placez, madame, ce sera ma dernière question, à vous entendre, très peu d'espoir en Robert Malek, qui était pourtant, qui a dirigé le International Crisis Group, donc qui était un groupe qui connaissait bien en sous-main tout ce qui se passe dans les crises, dans les ONG, à ce type de profil ou d'autres diplomates pour essayer de dénouer, d'à la fois calmer les ambitions nucléaires et peut-être à terme aider la société civile. Vous ne placez plus d'espoir en eux. Non, parce que lui, il n'est pas très objectif. Il soutient en fait l'insoutenable. Il essaye de ne pas montrer la réalité sociale. Il essaye d'édulcorer la situation, la politique des ayatollahs. Alors que les ayatollahs sont d'une violence inouïe avec leur peuple. Les droits humains sont largement bafoués, sont largement violés en Iran. Il ne le dit pas et il essaye de trouver des compromis. Mais compromis avec les criminels, ça va être très, très difficile. Merci beaucoup, Marnaz Shirali. Le cri d'un peuple bâillonné, fenêtre sur l'Iran, pour entendre justement ces voix qu'on entend peu ou pas dans ce qu'on peut lire sur les négociations qui se jouent entre l'Iran et les Occidentaux. Merci beaucoup, madame, de vous être arrêtée sur le plateau du 23h.